À l'occasion de la réédition de l'ouvrage de Myriam David et de Geneviève Appel, l'OXI ou le maternage insolite. Bon, la première édition date des années 70. Hein. Et donc, là, il y a une nouvelle édition et vous avez fait la préface de cette nouvelle édition, écrit la préface. Donc, juste, bon, je ne vais peut-être pas m'étendre trop longtemps pour vous laisser le plus possible la parole. Moi, je connaissais mal cette expérience de l'OXI. Et en lisant ce livre, j'ai été vraiment très, très, très intéressé. Et donc, bon, ça va nous servir de fil conducteur pour cette soirée. Et, parce que la question de ce livre, c'est la socialisation des enfants à partir des outils symboliques intrinsèques à chaque enfant. Je crois que c'est ce qui est très important dans cette expérience de l'OXI. Et donc, il y a des tas d'enseignements à tirer de cette expérience, en particulier dans les approches transférentielles avec ces enfants. Et il y a toute une réflexion aussi sur le travail institutionnel. Vous avez peut-être qui parle. Donc, au départ, l'OXI, c'était en 1946, hein, je crois que ça a été créé. Ça, je vais raconter. Bon, je vais vous laisser raconter. Bon, j'avais mis un petit mot sur Myriam David et puis Geneviève Appel, parce que ça vous avait raconté aussi un peu. Oui, donc, au sortir de la guerre et de ses horreurs, de très nombreux enfants vivaient en situation de grande précarité, enfants de parents déportés, orphelins, issus de familles dispersées. La situation sociale dramatique pour une partie de la population engendrait une multiplication des placements d'enfants. Quelques professionnels de la petite enfance, soit parce qu'ils avaient subi pendant la guerre, soit ce dont ils avaient été témoins, sur voir et entendre à quel point la situation de ces enfants était aliénante et quelle était leur vulnérabilité. Dans votre préface, vous reprenez cette phrase de Bernard Martineau qui dit « Si le XXe siècle nous aura tout appris sur les différentes manières de détruire l'individu, il était néanmoins des lieux très précieux comme l'OXI, où au contraire, on a promis à se construire et à grandir. » Donc, pour Bernard Martineau, c'est le cinéaste documentaliste qui a fait les 2 films sur l'OXI et qui avait fait précédemment, il y a très longtemps, un film L'enfant est une personne avec Tony Lenné. Le bébé est une personne. Le bébé est une personne, oui, avec Tony Lenné, voilà. Alors donc, il y a eu différents professionnels dans différents pays qui, après la guerre, se sont intéressés de plus près aux très jeunes enfants privés de relations good enough, hein, avec leur mère. Dans les pays anglo-saxons, on connaît entre autres Spitz, Bowlby et puis Anna Freud aussi. Et en France, Myriam David et Geneviève Appel furent des pionnières. Elles eurent un parcours d'ailleurs assez semblable, d'origine juive. Elles ont vécu dans leur chair les ravages de la Seconde Guerre mondiale. C'est à partir de cette expérience qu'elles se sont engagées dans le travail avec les enfants, tout comme Bruno Bettelheim aux États-Unis, à partir de son expérience des camps. Myriam David est née en 1917. Au départ, elle était pédiatre de formation. Elle a été résistante pendant la guerre. Elle a été arrêtée, déportée à Birkenau. Et après la guerre, elle va partir aux États-Unis où elle va travailler à la clinique de Léo Kanner, puis avec Marianne Putman. En rentrant en France, elle va travailler avec Jenny Aubry au foyer pour enfants de parents de Rosan, puis elle rejoindra Geneviève Appel à la Pouponnière à Meaux. Durant la guerre, une partie de la famille de Geneviève Appel fut également déportée et assassinée dans les camps.
c'est important, je crois, de rappeler tous ces faits historiques, hein, parce que maintenant, on a tendance un peu à ignorer l'histoire et à prendre que ce qui existe sur le moment, mais bon, toutes ces structures, tous ces lieux sont nés quand même de cette histoire, hein, et grâce à ces femmes. Voilà. Alors, après, il y a la question qui se pose de ce qu'elles étaient allées chercher à Leipzig. Hein, et donc, bon, ce que dit Myriam David dans un des articles que j'ai lu, là, elle dit qu'à la pouponnière d'Amiot, elles avaient tendance à pousser les nurses dans une relation pseudo-maternelle pour réaliser ensuite que ces mêmes nurses avaient beaucoup de mal à se séparer de ses enfants. À Leipzig, donc chez Émile Pickler, qui était le médecin, la pédiatre, dont on parlerait peut-être un petit mot tout à l'heure, et elles ont trouvé une réponse dans le sens où le bébé n'est pas envahi par les affects de la nurse à Leipzig. Il y a suffisamment d'énergie pour l'investir dans des problèmes moteurs et cognitifs. Ce n'est pas une relation amoureuse au sens où une mère aime son enfant, c'est une relation créée par l'enfant en réponse à l'intérêt que la nurse porte à ses capacités naissantes. Se crée alors un espace potentiel entre l'enfant et la nurse, ce que dit Mme David. Hein. Ceci, on est très proche des théories de Winnicott, du travail de Winnicott. L'enfant doit avoir une liberté pour exprimer ce qu'il est, ça c'est le principe d'Émile Pickler. L'activité l'activité de l'enfant est l'élément organisateur de sa personnalité. Bon. Donc, je passe un certain nombre de choses. Donc, le rapport avec les parents, on en reparlera peut-être aussi tout à l'heure. Et dans votre préface, vous développez différents points qui me paraissent quand même très intéressants et peut-être qu'on pourra discuter. Donc, c'est la question de l'agitation et du calme qu'il y a dans cette institution, puisque tout est fait sur le rythme de l'enfant. Et il n'y a jamais de forcing d'anticipation anxieuse. Hein, il y a une éthique du soin qui correspond à une éthique du sujet. Et il y a la mise en acte donc, du principe winnicottien de la capacité d'être seul comme capacité à ne pas l'être. L'être seul à côté comme élément structurant pour l'enfant. D'être seul à côté. Alors, et puis vous soulignez aussi la différence qu'il peut y avoir entre solitude et seulement par rapport à l'accès au symbolique, hein, et la primauté de la clinique sur la théorie, qui est toujours secondaire. Et puis vous développez tout un passage sur difficile de faire des choses en même temps, de lire et d'admettre des gens sur Zoom. Vous développez tout un passage sur la question de la bisexualité des bébés et des soignants et des nurses, en tout cas, comme étant un élément central du travail institutionnel. Voilà. Donc, vous dites d'emblée dans la préface combien cette expérience de l'ODI vous a marqué dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie d'homme. Alors, je ne vais pas vous poser la question concernant votre vie d'homme, mais dans votre vie professionnelle, en quoi est-elle changée par votre connaissance de l'ODI? Ce sera une première question. Après, il y en aura d'autres. Mais je vais répondre pas tout de suite. Comme vous voulez. Bon, écoutez, d'abord, je vous remercie beaucoup de cette invitation. Merci à Patrick Delamiche de m'avoir proposé de venir parler de cette approche piclérienne, comme on dit, dans un cercle psychanalytique. J'ai accepté, il peut en témoigner très facilement,
même sans être bien au clair avec ce que vous cherchez vraiment dans cette conception des choses, mais j'ai trouvé que c'était de toute façon important dans, d'échanger à ce propos. Et d'ailleurs, l'association Picler-Loxy France, dont je vais redire un mot, a toujours été présidée par des psychanalystes, que ce soit Myriam David, puis François Jardin, puis moi depuis 2007. Donc il y a un sens aussi à la recherche d'articulation entre l'approche piclérienne et la pensée psychanalytique. Voilà, alors par rapport à votre cycle de conférences, l'enfant père de la psychanalyse, je ne sais pas très bien si l'enfant est bien, bel et bien le père de la psychanalyse. Ce que je sais, c'est que les travaux de l'Institut Picler-Loxy, dont on va parler, sont une source d'inspiration tout à fait vivante pour la partie, on pourrait dire, préoedipienne de la psychanalyse. C'est ça qui m'intéresse aussi dans cette histoire. Même si, je redirais sans doute, le soutien du développement de l'enfant ne peut pas être mis en parallèle strict avec le travail de la cure, évidemment. Alors, vous l'avez dit, je le redis quand même, j'assure la présidente donc, de cette association Picler-Loxy France depuis 2007. Et c'est une présidence que j'ai acceptée avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je crois que dans le monde difficile quand même qui est le nôtre, les apports de l'Institut Picler-Loxy sont porteurs d'une vision du bébé, d'une vision de son développement qui est très respectueuse de l'unité de la personne en devenir des plus petits et qui nous permet de veiller à leur liberté de penser, à leur dignité, vous l'avez dit, au sein d'une véritable éthique de soins. Cette dimension éthique de l'approche pitlérienne est très importante pour moi. C'est une partie de la réponse à la question sur l'importance dans mon trajet professionnel. Et donc, j'ai à cœur, effectivement, de conclure à la diffuser dans la mesure de mes moyens. Et j'en profite quand même pour me faire un tout petit peu de pub en disant que depuis l'année dernière, avec un certain nombre de collègues, on a fondé l'Institut contemporain de l'enfance, qui est un espace pour penser le soin psychique des bébés, des enfants, des adolescents, le soin au sens to cure, en anglais, le soin des bébés, enfants, adolescents en souffrance, mais aussi le prendre soin des bébés, des enfants et des adolescents, qui ne sont pas forcément en souffrance, mais auxquels on a veillé soigneusement, et en référence, malgré le contexte actuel dont on disait quelques mots en aparté tout à l'heure, en référence clairement assumée à la psychanalyse, à la psychopathologie, aux psychopathologies, à la pédagogie et aussi aux arts et à la culture, parce qu'il y a une dialectique importante à mes yeux entre la créativité thérapeutique et la créativité artistique. Il y a un site de l'Institut qui est déjà à peu près en place, icenfance.org. Alors, je vais quand même commencer, vous en avez dit quelques mots déjà, mais je pense que c'est important, peut-être pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de cette histoire, par une petite histoire de l'Institut Picler-Loxy, qui a été fondé en 1946, donc effectivement par Émile Picler, qui est une des grandes pédagogues du XXe siècle, en France, dans beaucoup de pays. D'ailleurs, on connaît mieux, on parle plus souvent de Maria Montessori, qui s'est plus occupée de l'enfant d'âge scolaire, alors que Émile Picler s'est centré sur les enfants d'âge préscolaire, 0 à 3 ans. Il y a des points de convergence entre les deux mouvements de pensée, qui tous les deux appartiennent à ce qu'on appelle les pédagogies actives. Je m'expliquerai tout à l'heure en parlant du pari piclérien, pédagogie active qui rejoint d'ailleurs, du point de vue psychanalytique, certaines positions que j'évoquerai de Maria Torok, dont on ne parle peut-être pas assez en France et qui a pourtant fait des travaux tout à fait intéressants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette histoire? En fait, Émile Picler était pédiatre au départ, avant la guerre. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on disait avant la dernière guerre mondiale. Je pense qu'il est mieux dire avant la deuxième, au point où on en est. En tout cas, elle était pédiatre à Budapest. Et elle allait dans les familles. Elle était très pionnière, d'abord parce qu'en 1930-1935, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes médecins, de femmes pédiatres. Et elle avait donc elle avait fait ça. Et elle avait des intuitions sur la manière dont il fallait s'occuper des enfants qui n'étaient pas du tout dans l'air du temps. À l'époque encore, on s'occupait beaucoup des enfants un peu comme des choses. D'ailleurs, on ne parlait pas du bébé, on parlait du nourrisson. Le nourrisson, c'est une vision plus réductrice quand même que le bébé, plus passive.
Et elle avait eu quelques intuitions fortes qui vont devenir après les fondamentaux, comme on dit, de l'approche pitlérienne. Elle pensait déjà par elle-même qu'il était très important qu'on respecte les rythmes propres de développement. Chaque enfant a son propre rythme de développement. Certains marchent à 10 mois, d'autres à 12, d'autres à 14, 16, 18. Et elle était persuadée cliniquement que les acquisitions, notamment les acquisitions psychomotrices les plus précoces, sont d'autant plus harmonieuses qu'on les laisse venir en leur temps, sans faire d'anticipation forcenée, sans vouloir coûte que coûte que l'enfant marche à 11 mois, qu'il soit propre à 15, etc. Chaque enfant a son rythme et les choses apparaissent quand elles sont mûres. Là, je parle des acquisitions d'ailleurs, plus que des apprentissages. Donc, elle avait cette première idée. La deuxième idée très importante, c'était qu'il fallait laisser aux enfants une liberté de mouvement physique, alors qu'à l'époque, on emmaillotait encore beaucoup les bébés et quand ils étaient assez contraints, contenus, un peu serrés dans leur lange ou leurs habits. Elle disait non, au contraire, il faut leur donner un espace autour, aménagé, pensé pour eux, avec des objets, des jouets en fonction de leur maturation psychique. Maturité psychique, et même il fallait que leurs vêtements soient suffisamment amples pour qu'ils puissent bouger tranquillement. Et elle insistait beaucoup là-dessus parce que pour elle, pour deux raisons, c'est que la liberté de mouvement physique, pour elle, était la condition absolue de ce qu'on appelle toujours aujourd'hui l'activité autonome de l'enfant. C'est-à-dire une activité, ce n'est pas une question d'être seul ou pas seul, mais même si l'auxiliaire ou l'adulte est à côté, l'enfant, à certains moments, notamment quand on le pose sur le dos, et s'il a quelques objets à sa disposition, il va pouvoir faire toute une série d'expériences sensorielles. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'objets non plus, parce que sinon il ne peut pas choisir. Parfois, dans les crèches, on voit des amoncellements, ça ne sert à rien du tout. Pas assez, ça ne va pas non plus. Mais trop, c'est trop. Il faut ni trop ni trop peu. Des objets que l'enfant va pouvoir explorer, les soutenir, examiner leur poids, leur couleur, leur texture, voir quand on les tape, les prendre, toute une activité, toute une série d'expériences sensorielles, perceptives, absolument magnifiques quand on les regarde faire. Et évidemment, il faut avoir une liberté de mouvement pour pouvoir mettre en place cette activité autonome. Mais je crois que pour Amy Pickler, ça allait plus loin même, parce que pour elle, je condense un peu, mais elle pensait que la liberté de mouvement physique, dont je viens de parler, était en quelque sorte le précurseur de la liberté de mouvement psychique, c'est-à-dire la liberté de penser, tout simplement, ultérieurement. Et enfin, le troisième grand principe, parmi les fondamentaux de l'approche pitlérienne, c'est que le bébé, loin d'être un nourrisson passif, les professionnels avaient une vision très réductrice, peut-être pas les parents, hein, mais les professionnels parlaient du bébé un peu comme d'un tube digestif, nourrisson, nourriture. D'un organisme vivant qui dormait beaucoup, qui se réveillait de temps en temps. Il fallait surveiller les entrées, ça s'appelle la diététique. Il fallait surveiller les sorties, ça s'appelle la pédiatrie et les excrétions. Et puis, de temps en temps, il avait un peu de disponibilité. Et bon, mais c'était une vision assez pauvre. Elle disait non, au contraire, si on met tout ça en place, si on respecte les rythmes propres de l'enfant, si on lui donne la liberté de mouvement, eh bien, le bébé peut tout à fait être co-acteur de son propre développement. C'est plus un nourrisson, c'est un bébé. Le bébé est une personne, alors comme dit Bernard Martineau, une personne en devenir, bien sûr, une personne, en tout cas pour que le bébé un jour puisse se sentir une personne dedans, il faut que nous, d'emblée, du dehors, on le considère comme une personne à part entière et digne de ce nom. Voilà, donc elle prônait toutes ces idées en allant dans les familles. C'est son expérience de pédiatre en famille. Elle en a convaincu sans doute un certain nombre. Et puis en 1945, 1946, Budapest était en ruine, comme beaucoup de capitales européennes à ce moment-là, et elle a été très bouleversée de voir des enfants tout petits qui erraient dans les décombres. J'allais dire c'est inimaginable. Non, on peut l'imaginer, mais c'est quand même incroyable. Elle a été bouleversée en tant que pédiatre peut-être, en tant que femme peut-être, enfin en tant qu'être humain tout simplement. Et elle s'est dit qu'il fallait demander à l'État hongrois un lieu pour les accueillir. Et je crois que c'en eut des forces à ce moment-là, et qui lui a permis d'échapper simplement à quelque chose qui aurait été de l'ordre d'une simple bonne action. Enfin, c'est bien les bonnes actions, c'est mieux que pas, mais enfin, ça ne suffit pas non plus. Ce qui a été très fort pour elle, c'est qu'elle a dit il ne s'agit pas seulement de les aider à survivre physiquement, ce qui est évidemment déjà parfaitement légitime, mais elle disait il faut les aider à survivre, bien sûr, mais aussi les aider à se construire comme des personnes à part entière,
malgré ses débuts de vie si catastrophiques et si difficiles. Et elle insistait beaucoup sur le fait que les enfants, on le sait d'ailleurs aujourd'hui, bien sûr, que les enfants qui vivent des expériences très douloureuses, très catastrophiques au début de leur vie, le risque qu'ils courent, c'est de se vivre toute leur vie comme de mauvais enfants, à qui les choses sont arrivées en fait de leur faute, qui se méprisent eux-mêmes ou qui sont méprisés. Voilà. Et elle, elle voulait non seulement les aider à survivre physiquement, mais à se construire psychiquement comme des personnes qui se respecteraient elles-mêmes et qu'on respecterait. Et donc, l'État hongrois lui a fourni dans une rue de Budapest qui s'appelle la rue Logzi. Les Hongrois prononcent le C comme un D, ils disent Lodzi, mais en fait, ça s'écrit Logzi, L-O-C-Z-Y. Ce lieu existe toujours. La pouponnière a fermé en 2011, mais dans ce lieu qui reste un lieu de formation nationale et internationale très vivant, où il y a des consultations, des crèches, des groupes parents-enfants. Et cette pouponnière donc, a fonctionné de 1946 à 2011. Elle a fermé parce que l'État hongrois a préféré privilégier les familles d'accueil plutôt que les pouponnières. Enfin, il n'est pas exclu qu'un jour elle puisse réouvrir. En tout cas, ce lieu est devenu vraiment un lieu culte pour tous les professionnels de la petite enfance, parce que en accueillant ces enfants, donc entre 1946 et 2011, il y a plus de 5000 enfants qui ont été accueillis là, de 0 à 6 ans, en général pour être confiés à l'adoption ensuite, et avec des observations d'une minutie formidable. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que si les équipes de l'OBSI ont développé une professionnalisation des soins qui a fait école un petit peu dans le monde entier maintenant, c'est parce que les premiers enfants qui sont arrivés là leur ont posé des problèmes très importants. C'est toujours difficile de s'occuper des enfants des autres, mais c'est encore plus difficile de s'occuper d'enfants dont on ne sait rien. C'est-à-dire que ces enfants qui sont arrivés, les rescapés de la tourmente dont je parlais tout à l'heure, on ne savait pas leur prénom, on ne savait pas leur nom, on ne savait pas s'ils avaient des frères et sœurs, on ne savait pas si leurs parents étaient vivants ou morts. Et en plus, on sentait bien que probablement on ne saurait jamais ce qu'il en était pour eux. Et ça ajoute une difficulté considérable qui les a amenés à être extrêmement attentifs à ce que l'enfant peut quand même raconter de son histoire précoce, en préverbal évidemment, à sa manière, si on est très observateur de son comportement, de son langage du corps, des actes, des gestes, les bébés racontent aussi quelque chose. Ils ont donc, cette professionnalisation des soins a donc été vraiment menée de manière très, très attentive dans ses détails, dans sa continuité, dans sa cohérence. Et c'est ce qui a frappé Myriam David et Geneviève Appel quand elles ont été là-bas dans les années 60-70, à une époque où en France encore, dans les pouponnières, c'était pas formidable la façon dont on s'occupait des enfants. On s'occupait des bébés peut-être plus comme de nourrissons que comme de bébés à proprement parler. Voilà, alors elles ont été là-bas plusieurs fois, elles ont ramené ces expériences, elles ont montré que l'institution, qu'un bébé, un enfant peut se développer correctement dans une institution si l'institution se donne vraiment les moyens de penser cette question-là, quantitativement avec suffisamment de personnel, mais qualitativement aussi, je vais y revenir. Et quand elles sont revenues en France, elles ont fondé l'association Picler-Lobzy France. Il y a des associations de ce type un peu dans le monde entier maintenant, une petite quinzaine, qui sont rassemblées, on peut voir sur Internet facilement, dans une association Picler Internationale, vous tapez ça sur Internet, ça sort tout seul, association Picler Internationale, pour échanger un petit peu sur les pratiques, les façons de faire, parce que chaque pays s'est approprié l'approche piclérienne en fonction bien sûr de son histoire et de sa culture. Voilà, alors, entre autres choses d'ailleurs, ces enfants étaient confiés à l'adoption pour un certain nombre d'entre eux, et les équipes là-bas ont travaillé de manière extrêmement fine la préparation de l'enfant à l'adoption pendant son séjour à la pouponnière. Il y a eu beaucoup de nombreux films qui ont été faits, et c'est des films souvent très, très, très émouvants, et on voit que des enfants, même tout petits, peuvent travailler vraiment la question du lien et de la distance avec l'autre, dont je vais en parler. Voilà, alors Amy Picler, donc, comme Maria Montessori, a été une grande pédagogue vraiment du XXe siècle et tout à fait pionnière. Et ce qui est intéressant, je ne vais pas détailler tout ça ce soir, mais c'est que cette approche piclérienne, qui fait partie des pédagogies actives, je vais en parler dans un instant, mais ce que je voulais dire, c'est
elle n'est pas isolée comme ça, elle ne tombe pas du ciel, elle fait partie. Vous voyez, il y a deux périodes dans le travail de Pickler. En tant que pédiatre, quand elle est dans les familles, s'occuper d'un enfant en particulier, et après la guerre, cette expérience dans une collectivité d'enfants. Donc, quand on dit l'Institut Pickler-Logzi, c'est pas mal, parce que Pickler, ça renvoie à Pickler, à son travail de pédiatre en famille, et Logzi, ça renvoie à tout ce qu'elle nous a appris, ce que l'approche Pickler nous a appris de la vie en collectivité. Et ce que je voulais dire, c'est que cette approche piclérienne, bien sûr, ça part des intuitions d'Amy Pickler, mais quelque part, c'est très, très, très à l'interface de tout un courant de pensée. D'emblée, l'approche piclérienne a été l'interface d'une approche pédiatrique, elle était pédiatre, d'une approche pédagogique. Dans les pays de l'Est, la pédagogie est souvent plus développée que dans un pays comme la France, c'est une perspective particulière. Psychanalytique aussi, parce que dans les fondatrices de l'Institut Pickler-Logzi ont tous eu une expérience psychanalytique personnelle. Et puis, avec le temps, les équipes là-bas ont beaucoup réfléchi aussi aux liens qu'il y avait ou qu'il n'y avait pas entre l'approche piclérienne et la théorie de l'attachement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, ce n'est pas mon sujet de ce soir, mais que les intuitions cliniques d'Amy Pickler et les travaux de là-bas sont tout à fait confirmés par une série de résultats actuels des neurosciences. Alors c'est vrai qu'on n'aurait pas besoin des neurosciences pour penser qu'il faut s'occuper correctement des enfants. C'est un impératif catégorique au sens kantien du terme. Il faut s'occuper bien des enfants, point. On n'a pas besoin d'arguments hors champ. Mais comme nos instances de tutelle politique, administrative ou financière ne sont pas très attentives à la clinique, si les neurosciences nous aident à les persuader, moi je suis d'accord pour utiliser les neurosciences de ce point de vue-là. Voilà, alors, pourquoi j'ai parlé pour Maria Montessori comme pour Amy Pickler de pédagogie active. Et là, je voudrais vous expliquer quelque chose qu'on appelle le pari piclérien. Et comme il y a un pari montessorien, et ça va très bien avec ce que Maria Torok a développé en termes de pulsion d'introjection. Pour bien comprendre le pari piclérien, il faut rappeler quelque chose, c'est que le bébé humain est extrêmement immature à la naissance, le plus immature de tous les bébés mammifères du monde. Ce n'est pas une interprétation, c'est un constat, c'est un fait absolu. Le bébé humain, même à terme, même après 9 mois de grossesse, même quand il mesure 50 cm, même quand il pèse 3 kg, il est fondamentalement inachevé. Et c'est un inachèvement premier qui est fondamental et fondateur, qui n'est pas une erreur de la nature, même si on est un petit peu darwinien. Nous qui avons tous été des bébés néothènes, par exemple, quand on regarde sur un documentaire l'accouchement d'une jument, c'est assez émouvant de voir que le petit poulain, tout de suite, dès qu'il est sorti du corps de la mère, il est capable de se redresser un petit peu, d'aller chercher à manger, à boire. Aucun bébé humain, même en parfaite santé, n'est capable de ça. Dans nos métiers, on ne fait jamais de prédiction, mais il y en a une qui est certaine, si on ne s'occupe pas d'un bébé, même à terme, il meurt, c'est inéluctable. Voilà, donc le bébé humain est très immature, très inachevé. Il ne peut pas s'en sortir, ni physiquement, ni psychiquement, sans la présence d'un autre. Parce que nous sommes, je viens de découvrir le mot il y a 15 jours, alors ça me fait plaisir de le partager avec vous, nous sommes dans une société altriciale, une espèce altriciale. Vous voyez, ça vient de alter, l'autre. A-L-T-R-I-C-I-A-L-E. L'espèce humaine est une espèce altriciale. Le bébé humain, très immature, a absolument besoin de l'autre pour s'en sortir. Alors, c'est quoi l'autre? C'est l'être humain proche, c'est l'autre secourable, c'est le Nebenmensch de la psychanalyse, c'est celui dont le bébé a fondamentalement besoin pour survivre physiquement et pour se construire psychiquement comme une personne. Alors, j'allais dire, c'est encore plus s'il est prématuré, mais c'est pareil, puisque même à terme, c'est comme ça. Donc, c'est peut-être encore plus net si le bébé est prématuré, mais c'est vrai aussi pour le bébé à terme. Et alors, si on est un tout petit peu darwinien, on se dit, mais pourquoi est-ce que l'évolution a sélectionné une solution aussi fragile, puisque tous les bébés sont vraiment très vulnérables, très fragiles, on dit aujourd'hui très environnement dépendants.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'autre, ils ne s'en sortent pas. Et si on est darwinien, ben on se dit que d'accord, ça c'est un risque de départ, mais si cette solution s'est stabilisée, c'est que peut-être qu'il y a des avantages à ça. Et les avantages qu'on peut aujourd'hui repérer, c'est le fait que le bébé, étant très inachevé à la naissance, il va construire son organisme, et en particulier son cerveau, pour la plus grande partie après la naissance. Pendant les 3, 4, 5 ans qui suivent la naissance, il y a une construction encore du cerveau qui se fait à l'air libre. Il semble même qu'il y ait encore des remaniements structuraux très importants à l'adolescence. Je dis ça parce qu'il y a presque 100 ans, en 1926, Freud avait eu cette intuition aussi. Il avait dit dans notre espèce, dans ce fameux livre Inhibition, symptômes, angoisse, qui est sa réponse au traumatisme de la naissance de Rank, il a cette intuition. Il dit dans notre espèce humaine, c'est comme s'il nous manquait un 4e trimestre de la grossesse. Bon, puis il ne va pas plus loin à ce moment-là dans son raisonnement. Et puis d'abord, c'est jamais très bon quand c'est un homme qui dit ça. Je recommence ce soir, mais en fait, beaucoup de femmes trouvent que 9 mois, c'est déjà pas mal. Et puis de toute façon, ce n'est pas une question de 3 mois de plus, puisque je viens de vous dire, il faudrait, même un homme peut comprendre que la grossesse ne peut pas durer 4 ans, 5 ans ou 15. Et que c'est très intéressant de n'être non fini. Très intéressant. Parce que ça va laisser, c'est ça le grand avantage, c'est que ça va laisser une très grande place à l'épigénèse. L'épigénèse, ce n'est pas la génétique proprement dit, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression de nos gènes. L'environnement dans toutes ses composantes, qui peuvent être biologiques, alimentaires, écologiques, familiales, relationnelles évidemment, sociales, culturelles, que sais-je. L'environnement, on commence à mieux comprendre comment ça fonctionne, peut activer certains gènes. Elle ne change pas les gènes qu'on a, sauf si on fait une thérapie génique, une chirurgie génétique. Enfin, en dehors de ça, l'environnement ne change pas les gènes dont on est porteur, mais il active certains gènes, il inhibe d'autres gènes. Et comme chaque enfant va naître dans un environnement qui est strictement spécifique, eh bien, l'épigénèse va amener à des différences, à une très grande diversité. C'est ça le grand avantage de cette naissance inachevée. Sans vouloir vous déprimer, nous n'avons pas plus de gènes que la mouche. 35 000 à 40 000 gènes. Et même si on ne sait pas très bien ce que les mouches pensent de nous, il est quand même assez plausible de dire qu'il y a moins de différence d'une mouche à l'autre que d'un être humain à l'autre. Aucun être humain ne ressemble à l'autre, même les jumeaux monozygotes. Et si un jour il y a des clones, ils ne se ressembleront pas non plus totalement. Le problème des clones n'est pas là. Parce qu'en fait, l'épigénèse fait que le génome de chaque personne va s'exprimer de manière différente dans un environnement qui lui est spécifique. Et ça, cette grande diversité, c'est vraiment peut-être le trésor le plus précieux de notre espèce, ce qui est bon à répéter du point de vue politique. La diversité n'est pas un obstacle, la diversité, c'est la richesse de notre espèce humaine. Parce que nous avons aussi, même quand on est psychanalyste, il faut bien admettre que nos 35 000 à 40 000 gènes existent. Mais peut-être que nous sommes aussi, moi je pense très vraiment, surtout, le produit de notre épigénèse. On arrive avec nos 35 000 gènes, l'environnement, comme on construit notre cerveau pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans à l'air libre, cette influence de l'extérieur sur l'expression de notre génome amène une énorme diversité. Et vous voyez, j'ai fini mon raisonnement là, mais néothénie, immaturité, très grande place laissée à l'épigénèse, donc très grande diversité, et donc des enjeux éthiques considérables pour les adultes qui prennent soin des enfants à cette époque-là, parce que la qualité des soins précoces va laisser, par le biais de l'épigénèse, des traces, des conséquences à court, moyen et très long terme, une diversité évidemment pour toute la vie. Voilà, alors donc j'ai assez insisté sur le fait que le bébé est très inachevé. Alors c'est quoi le pari piclérien et on pourrait dire le pari montessorien aussi pour les enfants un peu plus grands. Le pari piclérien, c'est de dire que même si le bébé est très vulnérable, très fragile, très environnement dépendant, très voilà, il a quand même une petite part active qui est la sienne. Et que c'est très important pour la mise en place de ces assises narcissiques, pour l'estime qu'il pourra avoir de lui-même, qu'on ne le prive pas du plaisir d'expérimenter, de rechercher ses propres ressources sous le regard, pas tout seul dans un coin, sous le regard d'un adulte à côté, qui s'émerveille, qui le contient, qui l'étaye, mais qui lui laisse faire la petite part active qui est la sienne, aussi minime soit-elle.
Parce que là, sur le plan du vécu, c'est une source de plaisir qui est presque un besoin, véritablement. Je peux raconter une petite histoire à ce sujet que j'ai vécue moi-même lors d'une de mes visites à la pouponnière de Budapest il y a quelques années. C'était au début, d'ailleurs. Moi, j'ai rencontré l'approche piquerienne en 96. C'était le cinquantenaire de la pouponnière et je ne connaissais pas du tout. Mais simplement, je voyais que des personnes qui comptaient déjà beaucoup pour moi, tout le monde allait à cet anniversaire. Il y avait les Bovici, il y avait Soulet, il y avait Dietki, il y avait tout le monde. Je me suis dit, il se passe quelque chose là-bas, je n'ai pas encore bien compris quoi, mais apparemment, ça a quand même de l'important. Voilà, donc c'est là que j'ai découvert en 96 donc l'approche piquerienne. Et puis après, j'y suis retourné pour plusieurs stages d'observation. Et une fois, c'était encore au début, mais de ma connaissance, de la prise de connaissance de cette approche, on m'avait proposé d'assister à une séance de rééducation psychomotrice d'une petite fille de quelques mois, je ne sais plus, à peu près 1 an, qui avait un petit problème moteur, je ne sais pas très bien lequel, mais enfin qui avait en tout cas une séance de psychomotricité 1 fois par semaine dans une des pièces de la pouponnière. Donc je m'étais mis dans un coin, pas pour me cacher, mais pour être discret, pour ne pas perturber la séance. Et puis la psychomotricienne, qui elle était très très formée à l'approche piquerienne, on fait sa séance, et puis à la fin, elle prend l'enfant dans les bras qui ne marche pas, et puis elle ramasse tout le petit matériel qu'elle avait amené pour sa séance, et puis moi je trouvais qu'elle avait l'air un peu encombrée, donc elle s'approche vers la porte, et puis comme je la trouvais un peu encombrée et que je n'étais pas encore très piquelérisé pour aller vite, j'ébauche un geste de gentillesse pour essayer d'ouvrir la porte, et tout de suite, non, 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 non. Alors, je me suis senti idiot, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait qui ne va pas? Et en fait, ce qu'elle voulait faire, elle, c'était évidemment bien plus intéressant, c'était de s'approcher de la porte avec la petite fille dans les bras, et devant la porte, de marquer à une petite pause, et d'attendre que la petite fille lui fasse un petit regard, un petit geste, un petit signe, comme quoi c'était OK. C'était la fin, on pouvait partir. Alors oui, c'est très important parce que ça veut pas, c'est pas l'éloge de la toute-puissance de l'enfant. Le cadre de la séance, une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais plus, c'est l'adulte qui décide. Le lieu où ça se passe, c'est l'adulte qui décide. Ce qu'on fait dans la séance, c'est l'adulte qui décide. Mais même dans ces situations-là, il reste toujours des petits points de collaboration, de coopération, où si l'enfant peut marquer sa part active dans le système, ça change tout pour le vécu qu'il a de lui-même. D'ailleurs, là, j'ai pris un exemple un petit peu médicalisé, mais quand on donne à manger à un bébé, on n'enfourne pas la cuillère dans la bouche, ou alors c'est qu'on n'a rien compris. On approche la cuillère de la bouche et on marque une petite pause et on attend que l'enfant fasse signe avec ses lèvres, comme quoi il est d'accord pour prendre là. C'est-à-dire qu'on respecte. Il est très fragile, il est très vulnérable, il ne peut pas faire grand-chose tout seul, mais ce qu'il peut faire tout seul, il faut lui laisser l'occasion de le marquer et de le montrer. Voilà, donc c'est ça le pari piclérien, c'est-à-dire que c'est en ça que ça rejoint les pédagogies actives, c'est ce pari que la petite part active dont le bébé dispose, il faut absolument lui laisser l'occasion de l'exprimer. Autrement dit, ce qu'on fait sentir à l'enfant, c'est « tu as besoin de moi pour beaucoup de choses, mais pas pour tout ». Et très vite, ça fait une différence, très très vite. Voilà, alors voilà pour le pari piclérien qui me permet, avant de dire un petit mot de Maria Torok, de rappeler que du point de vue psychanalytique, cette néothénie, dont je parlais, qui est à la fois physique et psychique, eh bien, du point de vue psychanalytique, la néothénie psychique, c'est ce que Jean Laplanche a théorisé dans son concept de situation anthropologique fondamentale. Jean Laplanche a beaucoup insisté là-dessus en disant la relation entre un bébé humain et son congénère humain, parent ou professionnel, est une relation mutuelle, mais très profondément dissymétrique, beaucoup plus dissymétrique que dans les autres espèces, parce que le bébé humain est beaucoup plus immature encore que le bébé humain, que d'autres bébés mammifères. Donc l'écart entre le niveau d'organisation psychique de l'adulte humain et du bébé humain est plus grand encore que dans les autres espèces. Même chez les chimpanzés, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le petit chimpanzé qui vient de naître est capable de choses que le bébé humain ne peut pas faire. Donc
donc la néoténie du chimpanzé humain est beaucoup moins grande que celle du bébé humain. Et donc, Jean Laplanche a théorisé cette situation anthropologique fondamentale en disant ce qui est très spécifique de l'espèce humaine, c'est cette rencontre mutuelle et très profondément dissymétrique entre un bébé et un adulte humain. Et il pensait même que la situation oedipienne n'était qu'un cas particulier, d'ailleurs, de cette situation anthropologique fondamentale, dans la mesure où la situation oedipienne, c'est la rencontre d'un bébé qui en est encore dans sa tête à l'organisation de la triade interpersonnelle, alors que les adultes, eux, en sont déjà à la triangulation intrapsychique, évidemment, de tout ça. C'est très intéressant. Alors, Jean Laplanche ne s'occupait pas du tout de bébé, mais il fait partie de ces analystes, vous le savez, qui ont dit des choses, par contre, extrêmement importantes pour ceux qui s'occupent de bébés. Je me rappelle un séminaire à Dijon, où on avait travaillé enfin, avec des collègues et lui, et à la fin, il m'avait dit, et vous savez, Gols, si j'avais une deuxième vie, je crois que je m'occuperais de bébé. C'était beau dans la bouche de Jean Laplanche. Hein. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu entendre dans la bouche d'André Green, qui pourtant a aussi, qui n'aimait pas vraiment les bébés, ou plutôt qui n'aimait pas la psychanalyse consacrée aux bébés, c'est pas pareil, hein, mais qui lui, a aussi dit des choses extrêmement importantes pour ceux qui s'occupent des bébés, bien sûr. Voilà, donc la situation anthropologique fondamentale, c'est au fond la théorisation psychanalytique par Jean Laplanche de la néoténie psychique. Voilà, et puis, je l'ai dit tout à l'heure, alors j'y viens maintenant, je voudrais simplement évoquer les positions de Maria Torok. Maria Torok, qui est morte en 98, hein, c'est pas vieux. Les conceptions de Maria Torok sur le développement précoce rejoignent de manière très frappante les conceptions d'Émile Pickler sur l'activité autonome du bébé. Vous savez que c'est une des premières thérapeutes qui a travaillé en école maternelle en France dès 1954. Il y a eu, je vais aller assez vite parce que je crois que ce qui vous a intéressé, c'était l'article que j'avais publié sur Pickler dans le Coqueron. C'est ça? Et bien, le Coqueron avait publié 2 dossiers sur Nicolas Abraham et Maria Torok en 2000, en 2006, donc, qui sont très intéressants. Les œuvres de Maria Torok n'ont pas encore été très suffisamment diffusées, sans doute, en France. Elle a travaillé beaucoup avec Nicolas Abraham. Et elle a un écrit qui s'appelle Psychanalyse et pédagogie, où elle essaye de faire des ponts, justement, entre le développement de l'enfant vu par la psychanalyse et le développement de l'enfant vu par les pédagogies actives. Et je cite une phrase d'elle, c'est une citation, tout ce que l'enfant vit et ressent dans son corps, dit Maria Torok, cherche une élaboration expressive suivant les données de l'âge, dans des actes de motricité ou de pensée, des jeux, des fantasmagies ou verbalisés. L'importance de cette élaboration réside en ce que le vécu du corps, insaisissable et anonyme, obtient par cette voie un nom dans le sujet et devient par conséquent manipulable par son moi. Ce dernier s'éveille d'ailleurs en tant que moi conscient, précisément lors de l'élaboration expressive des émois. Laisser libre cours à l'élaboration spontanée signifie reconnaître la validité des vécus de l'enfant, c'est-à-dire qu'on les légitime et lui permet une prise de conscience progressive de soi et de ses pouvoirs. Et elle dit un peu plus loin, à propos de l'éducation de l'enfant, du point de vue psychanalytique, elle dit l'éducation de l'enfant se fonde pour elle dans une relation pédagogique un petit peu parallèle à celle qui résulte la situation analytique. Je la cite, elle exclura, cette éducation de l'enfant, toute coercition et toute moralisation. Le pédagogue se borne, en miroir fidèle, à renvoyer à l'enfant le jaillissement de son monde fantasmatique, permettant ainsi une maturation spontanée de sa vie affective et l'intégration de ses désirs dans son moi, dans un moi social. Bon. On peut contester telle ou telle formulation, mais ce qu'elle voulait dire, elle a théorisé la pulsion, l'introjection, c'est-à-dire que son idée, son intuition, comme celle de Pickler, c'est que chaque enfant a en lui une force pulsionnelle qui le pousse à aller explorer l'environnement, les objets, les mots, le monde, les choses, et qu'il faut le laisser, il faut pas le laisser seul. Et il faut être à côté de lui, encore une fois, pour le soutenir, l'étayer, s'émerveiller, mais le laisser justement vivre
cette force pulsionnelle qui le pousse vers l'extérieur, parce que ça légitime son désir. Voilà. Alors, ce qui veut dire que les travaux de Mariette Rock font un pont, je crois, intéressant entre l'approche piquelérienne que j'ai essayé de résumer et l'approche psychanalytique, le point de vue psychanalytique sur le développement. Alors maintenant, je voudrais apporter ma petite pierre à l'édifice. J'ai encore un peu de temps. Une petite pierre à l'édifice. Parce que c'est à propos de cette approche piquelérienne qu'un certain nombre d'idées me sont venues, justement, du fait de cette autre fin, comme dit Bernard Martineau dans son film, il ne s'agit pas de ne pas s'occuper de l'enfant, il s'agit de s'en occuper autrement. Le film de Bernard Martineau s'appelle L'Oxy, une maison pour grandir. C'est un film absolument magnifique. Donc Bernard Martineau, c'est un ami, alors je suis un peu partial, mais c'est pas seulement un cinéaste, il est vraiment, c'est un grand humaniste. Et il a été passionné par cette approche piquelérienne et je trouve qu'il a vraiment senti le vif de la question. Et quand on s'occupe d'un bébé autrement, c'est-à-dire en étant avec lui, mais à côté, en le laissant aussi profiter, quand on respecte ce pari piquelérien, il y a des idées qui me sont venues et que j'avais envie de partager avec vous ce soir pour faire le pont entre justement l'approche piquelérienne et la psychanalyse. D'abord, je fais moi une grande différence entre le sentiment d'être et le sentiment d'exister. Il se trouve que j'ai un an, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le bébé, du sentiment d'être au sentiment d'exister, mais chez RS, mais je résume vraiment. Bien sûr, ça m'aide beaucoup. En disant ça, je pense à Winnicott, qui est mort en 1971, donc ça fait 51 ans, c'est à la fois vieux, mais ce n'est pas si vieux que ça non plus. Il était très âgé quand il est mort, et il avait sans doute des angoisses de mort qui commençaient à s'accentuer un petit peu. Et il a repris, enfin il a déployé, il avait déjà parlé un petit peu du sense of feeling, enfin il a approfondi cette question, et il a aussi parlé à ce moment-là du sense of being, en prenant cette expression du verbe to be en anglais. Et alors qu'en anglais, le verbe to exist existe aussi. Dans beaucoup de langues, d'ailleurs, il y a ces deux verbes. Quand il y a deux mots, c'est qu'il y a deux idées différentes. Le sentiment d'être et le sentiment d'exister, ça n'a rien à voir, en réalité. Dans le développement, c'est en lien, mais ce sont deux niveaux différents. Pour dire vite ce soir, pour se sentir être, il y a besoin de personne. Quand on regarde par exemple des échographies, quand on voit un fœtus qui vient mettre son dos contre la paroi utérine, qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient, qui attrape le cordon ombilical, qui le lâche, qui le reprend, qui le lâche, qui met ses doigts dans sa bouche, qui les sort, qui les remet, on se dit, mais là on a vraiment un organisme vivant, on ne va pas lui prêter la réflexivité que je crois il n'a pas, mais on a un organisme vivant qui vit qui éprouve le fait de vivre, tout simplement, qui éprouve ces sensations. Je viens de voir, je ne peux pas la passer toute en Zoom, mais je viens de voir il y a quelques jours une échographie incroyable qui a été faite par François Farge, c'est un échographiste français très créatif, qui montre une échographie d'un fœtus de 15 cm, 3 mois, c'est tout petit comme ça, hein, 15 cm, juste après l'amniosynthèse, et il y a un petit caillot de sang qui s'est formé dans le liquide amniotique. Et le fœtus de 3 mois, 11 cm, perçoit qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans son milieu naturel, et on le voit avec ses mains et ses pieds, franchement, jouer au ballon. Il repousse le caillot, il le ramène, il le pousse avec les pieds. Je ne sais pas si ça s'appellera Mbappé, mais bien sûr que non. Il n'y a pas de destin. Et puis moi, après, chacun est confronté à ses idéologies personnelles. Moi, je ne vois pas comment un fœtus peut se penser en train de penser, parce que ça, c'est de la réflexivité. Il a besoin justement de passer par l'existence pour avoir cette réflexivité. Mais il éprouve le fait de vivre. Il a des sensations, il a des perceptions, et ça fonctionne. Le sentiment d'être est très, dans mon esprit, pré-objectable.
Et puis, tandis que le sentiment d'exister, et encore une fois, Winnicott a pris le verbe to be, il n'a pas pris le verbe to exist, exister parce qu'il y a ex dans le mot, ça renvoie à l'extérieur, ça renvoie à l'environnement, à l'entourage, donc ça renvoie à l'objet. C'est-à-dire que pour exister, il faut rencontrer l'autre. Winnicott, toujours, dans son article célèbre, Le visage de la mère comme miroir pour le bébé et pour sa famille, ce qu'il nous dit, c'est ça. Il nous dit, mais quand tout va bien, quand le bébé regarde la mère et que tout va bien sûr, il regarde la mère, mais ce qui est important, c'est qu'il regarde la mère qui le regarde. C'est-à-dire qu'il se voit dans le regard de la mère, qu'il se pense dans la pensée de la mère, qu'il se sent contenu dans l'origine de la mère. Enfin, c'est la boucle par le détour par l'autre, hein, ce que Bion va théoriser au maximum. Voilà. Et donc, pour se sentir exister, ce n'est pas que les sensations, c'est la rencontre avec l'objet dehors et la réflexivité qui permettra un jour de se voir soi-même, de se penser soi-même en train de penser. Moi, je le ressens comme l'intériorisation progressive du regard et de la pensée d'abord de l'autre, du Nebenmensch, qui sera ensuite intériorisé et inscrit intrapsychiquement. Voilà. Et pour moi, l'approche piclérienne, ce qu'elle a de formidable, c'est qu'elle va permettre, par sa délicatesse, je vais y revenir, un passage doux du sentiment d'être au sentiment d'exister, sans que l'autre, sans que l'objet apparaisse de manière brutale et intrusive. Ça, c'est pour moi, c'est au centre de ce que je voulais dire ce soir. C'est-à-dire que tout le problème de l'accès à l'intersubjectivité, si on veut dire comme ça, mais enfin tout le problème du passage de l'être à l'existence, c'est qu'il faut que l'objet, je vais prendre des mots, il faut que vous les entendiez dans le registre photographique, pas dans le registre mystique. Il faut que l'objet apparaisse au bébé ou se révèle au bébé de manière douce, progressive, graduelle, ménagée, que ce ne soit pas une éruption brutale qui fasse violence, qui fasse traumatisme, qui fasse discontinuité dans le développement. Et le travail des nurses, hein, les auxiliaires de crèche de pouponnière à l'OSI s'appellent des nurses, ça ne change pas grand-chose. Le travail des nurses permet justement une apparition très progressive de l'objet, ce que je voudrais essayer de vous expliquer après par la en essayant en proposant une décondensation du concept de représentation d'objet. Voilà, donc le passage de l'être à l'existence, pour être fécond, pour être constructif, il faut qu'il se fasse doucement, graduellement, progressivement, et que donc l'objet apparaisse de manière douce, graduelle. Alors, comment est-ce qu'on peut penser cette apparition graduelle de l'objet? Quand je dis l'objet, je pense aussi bien aux parents qu'aux professionnels, mais il se trouve que l'observation des bébés dans l'approche piclérienne permet comme de voir les choses un peu au microscope, si vous voulez. Et ça se joue aussi avec les adultes, les parents qui s'occupent de l'enfant. Probablement pour certains enfants autistes, l'objet est apparu trop brutalement. Justement. On pense souvent à l'autisme en termes de séparation. En réalité, probablement, l'autisme était aussi lié parfois à une irruption de l'objet, alors que l'enfant n'était pas encore prêt à l'intégrer. Ce qui m'aide, moi, c'est de penser que le terme de représentation d'objet, il est très utile. Hein, quand on l'utilise, on se comprend entre psychanalystes. Je ne le remets pas en question. Mais il est très global. Il est très global, un peu trop. Et peut-être on a intérêt à le décomposer en différents niveaux. J'en vois au moins 3, moi, en ce moment, qui est la représentation, d'abord, la représentation de la place de l'objet. Je vais en dire un tout petit mot. Là, c'est plus une hypothèse, mais vous voyez, c'est une hypothèse forte. Ensuite, la représentation, non pas de l'objet, mais des liens à l'objet. Et seulement après, ça va sans doute très vite tout ça, mais seulement après, la représentation de l'objet lui-même en tant que tel. Je m'explique un tout petit peu. La représentation de la place de l'objet, c'est peut-être ce que Bion a appelé les préconceptions. C'est Bion qui a beaucoup insisté d'ailleurs sur le détour par l'autre, mais enfin, il a aussi parlé des préconceptions en disant qu'il y aurait une espèce de proto-représentation mentale de la place de l'objet qui ne pourra devenir une représentation de l'objet que dans la rencontre avec l'objet, la mère, le père, le professionnel, qui vous voulez. Bon. Sylvain Missonnier, aujourd'hui, avec qui j'ai beaucoup travaillé au fil des dernières années, lui parle du registre du virtuel, des préconceptions de la place de l'objet à venir.
On ne peut pas trop prouver ça. Et je vais vous donner une ou deux illustrations qui montrent quand même la force de cette idée-là. René Vietkin, dont je parlais tout à l'heure, qui avait une pensée aussi un peu comme Bion, très paradoxale et stimulante, disait, mais on s'étonne parfois que dans nos consultations, certains enfants ne veuillent pas nous parler. Et lui, disait-il, ce qui m'étonne le plus, c'est que 99% des enfants acceptent de nous parler. Alors qu'ils n'ont aucune représentation de ce que c'est qu'un psychologue, un pédopsychiatre, un psychanalyste, un éducateur, aucune. Et déjà, il évoquait cette idée des préconceptions en disant que peut-être les enfants naissent avec une pré-représentation de la place du Nebenmensch. Pas du Nebenmensch lui-même, mais de la place du Nebenmensch, qui pourrait être le parent, qui pourrait être le professionnel, comme si les enfants sentaient qu'il faut une place pour quelqu'un, quelque chose, un autre, un être secourable, sans lequel ils ne vont pas pouvoir s'en sortir, ni physiquement, ni psychiquement. C'est tout ce que je vous ai raconté sur la myothémie. Et alors, une autre illustration, juste pour vous faire sourire, qui n'a aucune valeur de preuve, mais que j'aime bien quand même, moi, en tout cas pour bien illustrer ce que je veux dire ce soir, c'est un travail de Dorian Leader, qui est un psychanalyste américain, qui a... Comment ? Anglais ? Je sais pas, anglais peut-être. Anglo-saxon. Non, mais vous avez sans doute raison. Anglais plutôt. Anglais. En tout cas, qui a beaucoup travaillé sur l'art, voilà, et qui dit, certains de ses livres ont été traduits en français, moi j'en ai lu un qui m'a vraiment beaucoup passionné, qui s'appelle « Tout ce que l'art nous empêche de voir ». Et où il raconte dans ce livre que la Joconde a été volée en 1911 et qu'on ne l'a retrouvée que 2 ans plus tard dans le garage d'un type un peu bizarre qui n'avait évidemment rien pu faire de la Joconde, qui n'était pas monnayable. On n'a jamais compris pourquoi il l'avait volée. Bref, en tout cas, nous dit Dorian Leader, vous avez raison, il est anglais. Hein? Même la camion. Ça, c'est autre chose. Enfin, on peut être américain, la camion, mais vous avez raison, il est anglais. Et qui disait, en fait, il y a déjà beaucoup de monde pour aller voir la Joconde au Louvre, mais il n'y a jamais eu autant de monde qu'entre 1911 et 1913, où on avait laissé la place vide de la Joconde, et où là, il y a eu vraiment des foules entières pour aller voir la place vide de la Joconde. Et après, il y a toute une théorisation d'ailleurs de la place vide du creux dans l'organisation de l'art moderne. C'est très, très intéressant. Puis bon, moi, ça m'a fait penser aussi au roman de Dino Buzzati, Le désert des Tartares, hein, où on voit le héros, le militaire, qui va scruter l'horizon jusqu'à ce que mort s'en suive, à l'endroit à la place où devrait apparaître une armée qui n'apparaîtra jamais, évidemment. Et donc la place vide de l'objet est très mobilisatrice. Moi, tout ça, ça me conforte dans l'idée que la pré-représentation de la place du Nebenmensch probablement a une certaine force chez le bébé quand il est. Mais après, et entre cette représentation de la place de l'objet futur et la représentation de l'objet, qui est là au sens classique du terme, moi, je fais de plus en plus une place à la représentation des liens à l'objet. La représentation des liens. Ce n'est pas encore le sentiment d'exister, ce n'est pas encore la représentation de l'objet, c'est le pressentiment de l'objet. Vous allez voir, ça c'est quand même très important parce que ça fonctionne à l'objet, cette histoire-là. Et on le voit sous nos yeux. Le bébé est un formidable observateur des adultes qui s'occupent de lui. Bien sûr, il y a l'observation des bébés par les adultes, mais il y a l'observation des adultes par les bébés. Les bébés sont des cliniciens de nos émotions, de nos affects. Ils savent très bien si on répond comme d'habitude ou pas comme d'habitude, que ce soit en termes d'attachement ou en termes d'accordage affectif, peu importe. Il envoie des signaux, puis il regarde. Est-ce qu'on lui répond ou est-ce qu'on ne lui répond pas? Est-ce que ça revient? Est-ce que ça ne revient pas? Est-ce que ça revient fort? Est-ce que ça revient doux? Est-ce que ça revient tout de suite ou un tout petit peu différent? Est-ce que ça revient dans le même canal de communication ou est-ce que c'est au contraire transmodal? Il est incroyable parce qu'avec ça,
il peut se représenter le style interactif des différentes personnes qui s'occupent de lui. Et il sait si la mère, le père ou la nurse sont en bonne forme ou pas. Et il ne les confond pas. Il n'y a que les mères qui pensent que les bébés vont les confondre avec l'auxiliaire de crèche. Ce n'est pas une question de bébé, c'est une question d'adulte. Le bébé ne confond pas les styles interactifs, c'est très précis. Et s'il avait des mots, évidemment, il ne les a pas, mais s'il avait des mots, par exemple, il dirait « Moi, j'ai une mère qui est plutôt intense, immédiate et transmodale. » Pas très poétique, peut-être, mais c'est très efficace. Très, très efficace. Et avec ça, il ne la confond pas. Et il sait très bien si le lendemain, elle va être comme d'habitude ou pas comme d'habitude. Est-ce que si elle est triste, elle sera un petit peu plus lente, un petit peu plus atténuée, un petit peu moins transmodale que d'habitude. Si elle est au contraire agitée, excitée ou anxieuse, ce sera le contraire. Avec ça, il est très, très efficace dans son repérage du style interactif des adultes. Et Geneviève Vague, qui est morte malheureusement en juillet, là, Geneviève Vague était une très grande observatrice de bébés, et grande thérapeute aussi, analyste d'enfants autistes, avait proposé que, en fait, il y a un parallèle entre ce que je viens de vous dire chez le bébé et l'histoire de l'art dans l'espèce humaine. Je reviens encore à l'art. Hein. Elle s'appuyait beaucoup sur les travaux d'André Leroy-Gourand, notamment son travail dans Au fil du temps, où il nous avait montré que, il y a longtemps déjà, que les grottes de Lascaux, c'est des peintures figuratives, il y a des scènes de chasse, des scènes de pêche, des empreintes de main, des scènes de guerre, et que dans des grottes beaucoup plus anciennes, des millions, des centaines de millions d'années avant, on découvre des tableaux abstraits magnifiques, des ellipses, des courbes, des quadrillages. On ne saura absolument pas, jamais ce que ça voulait dire pour les personnes qui les ont faites, mais peut-être le repérage de l'alternance, de la nuit, du jour, des saisons, enfin on ne saura jamais. Mais dans l'histoire de l'art abstrait est bien plus ancien que l'art figuratif, et aujourd'hui la modernité c'est un retour à l'art abstrait. Et ce que Geneviève Vague disait, mais au fond le bébé, non pas dans la phylogénèse, mais dans l'ontogénèse, il fait pareil avec sa mère. Il se fait d'abord un tableau abstrait d'elle, qui est un tableau rythmique, du style interactif, qui n'est en rien figuratif, parce que se dire qu'on a une mère intense, immédiate et transmodale, ça ne dit rien de la mère. Ça ne dit pas si elle est blonde, si elle est brune, si elle est jeune, si elle est moins jeune, si elle est grande, petite, etc., grosse ou maigre. Ce n'est pas une représentation de l'objet, c'est une représentation du lien à l'objet, qui est très efficace, qui n'est pas encore du côté du sentiment d'exister, mais du pressentiment de l'autre dehors. C'est-à-dire que la représentation du lien, c'est la représentation d'un lien qui est jeté vers le dehors, mais qui n'est pas encore une représentation du destinataire. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Et alors, à l'Oxy, cette question-là est vraiment très développée. Et c'est toute la question de la formation des nurses à l'Oxy qui les aide à ne pas se présenter vraiment à l'enfant comme un objet précis, mais plutôt comme un point de rebond, un point de renvoi, quelque chose qui lui rend. L'enfant envoie à une représentation des liens, il envoie quelque chose à l'extérieur, et l'extérieur doit lui renvoyer, simplement lui montrer que la vie, c'est le rebond. La vie, c'est le retour, la vie, c'est le renvoi. À l'Oxy, il y a une pédiatre elle est morte maintenant, mais qui faisait partie de la première génération avec Émile Picler, après Émile Picler. La fille d'Émile Picler est toujours vivante, elle s'appelle Agnès Santo, et elle a travaillé avec des personnes qui maintenant sont mortes, Eva Kahlo, Judith Falk, Maria Vins, qui était d'ailleurs la fille de Imre Hermann, donc ainsi comme ça, puisque l'attachement, tout ça. Et Judith Falk me disait quelque chose de très intéressant que vous avez effleuré tout à l'heure, Patrick, dans votre introduction. Elle disait, en fait, en français, on a beaucoup de mots pour parler des liens des professionnels avec les bébés, mais aucun n'est formidable. Ce n'est pas un lien d'amour. Il peut y avoir de l'amour dans un couple de bébé, mais l'amour n'est pas un outil de travail à lui seul, surtout pas. Il peut y avoir un attachement du professionnel aux enfants dont il s'occupe, c'est même à souhaiter. Mais est-ce que c'est un attachement au sens Bowlby, pas Bowlby? C'est sans doute pas tout à fait ça. Il faut y avoir un intérêt.
Ça, évidemment, il vaut mieux être intéressé par le travail avec les bébés quand on s'en occupe. Mais quel intérêt? Certains, sans doute pas un intérêt financier déjà, parce que les professeurs de la petite enfance sont tellement mal valorisés en ce moment. Un intérêt intellectuel, mais ça ne suffit pas non plus dans l'outil de travail. Je disais, on n'a aucun mot. On n'a aucun mot, mais il faut, Judith Falk disait, mais ce qu'il faut, c'est qu'on réfléchisse bien quelle est la place de l'enfant, quelle est la différence entre la place de l'enfant pour les parents et la place de l'enfant pour les professionnels. Et ça rejoint la question du lien, parce qu'elle disait, en fait, pour le parent, l'enfant, c'est l'enfant qui est l'objet narcissique. Quand notre enfant, ce qui lui arrive, c'est une partie de nous-mêmes. Ses joies, ses peines, ses chagrins, etc. Ce qui arrive à l'enfant nous arrive à nous. Bon, tandis que pour les professionnels, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ça que doit viser la formation. Elle disait, pour les professionnels, ce n'est pas l'enfant qui doit être l'objet narcissique, c'est la qualité du travail avec l'enfant. Pour que quand l'enfant s'en ira de l'institution, ben, ça peut faire un peu triste, il peut y avoir un petit travail de deuil à faire, d'accord, mais quand même, la qualité, cet investissement de la qualité du travail avec les enfants pourra se reporter sur un autre enfant et voilà, l'enfant qui est parti laissera sa place à un autre. Voilà. Et donc, du côté des adultes, il y a aussi, vous voyez, cette espèce de prévalence donnée, non pas à l'enfant en tant qu'objet, mais au lien de travail avec l'enfant. Et cet investissement des liens est très, très frappant. Voilà, je vais terminer là-dessus. Sur la vision du transfert aussi. Ben voilà. Et ben voilà. Et de la demande. C'est là-dessus que je voudrais terminer, justement, parce que toute cette histoire-là, moi, m'a passionné au point de vue aussi de la question de la demande des bébés, des enfants autistes, par exemple. On fait des enfants archaïques, pas très différenciés, pas suffisamment différenciés. Avant de terminer là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que quand on regarde, il y a tellement de films qui ont été faits à l'OMSI, hein, c'est une mine du point de vue cinématographique. On peut regarder les films au ralenti, faire des arrêts sur image, enfin vraiment travailler. L'association Piclet à l'OMSI, elle fait des formations à partir de documents de ce type. Eh bien, on s'aperçoit que les bonnes nurses de l'OMSI, ce sont des nurses. Tout à l'heure, vous avez dit, en parlant de Winnicott, les mères Goudinoff. Vous savez qu'aujourd'hui, normalement, on ne doit plus dire Goudinoff. On ne doit plus dire suffisamment bonne parce qu'il y a un côté moralisant. Alors, il y a une autre traduction qui est moins jolie, mais enfin, peut-être moins moralisante, c'est de dire adéquate sans plus. On peut dire que c'est une adéquate sans plus, pour que justement la petite dose d'inadéquation permet à l'enfant de trouver ses propres compétences. On revient toujours à comment on passe de la dépendance absolue à la dépendance relative, comment l'enfant va découvrir sa petite part active dans le système, aussi néotène soit-il. Donc, il faut que la mère soit un tout petit peu inadéquate, et ce n'est pas une preuve c'est pas qu'elle lâche l'enfant, mais c'est qu'elle lui fait confiance. C'est un éloge de la confiance, cette histoire-là aussi. Voilà, alors quand on regarde les films de l'OGSI, on s'aperçoit que les bonnes nurses, donc les Goudinoff, si vous voulez, sont des nurses très synchronisantes. Ça, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que synchronisantes, c'est-à-dire qu'elles envoient à l'enfant des flux sensoriels qui sont assez synchrones. Quand on regarde ces films-là et qu'on se met à la place de l'enfant, surtout si vous êtes comme moi et que vous ne parlez pas hongrois, on entend le langage de la nurse comme une musique. Elle lui parle beaucoup, c'est vrai, pour qu'il puisse anticiper et collaborer. Ça, c'est pour qu'il puisse jouer sa petite part active, d'accord? Mais en fait, c'est une musique aussi, le langage. Et quand on regarde bien, c'est très synchrone avec le mouvement des mains, avec les mouvements du visage, les sourcils, la bouche, le front. Voilà. Et plus on envoie des flux synchrones à un enfant, mieux il va pouvoir les prendre ensemble, les rassembler, les manteler, comme dirait Melzer, puis ensuite les démanteler, voilà, et donc pouvoir tranquillement accéder à l'intersubjectivité. Mais vous voyez, cette synchronisation des flux sensoriels, là non plus, ça ne parle pas de la nurse de l'objet blond, brun, gros ou mince, ça parle du type de lien entre l'enfant. Voilà. Et alors, je termine là-dessus, pour qu'on ait le temps de discuter un petit peu. Ça va comme ça? très bien. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la question de la demande. Parce que moi, je travaille avec des bébés et des enfants autistes. J'essaye de le faire psychanalytiquement.
Donc, d'un certain point de vue, je ne suis pas un psychanalyste pur et dur qui travaille uniquement avec des adultes névrosés. Pour autant, je ne me sens pas spécifiquement impur et mou. Je pense au contraire que les deux m'apportent beaucoup. Travailler avec des adultes, travailler avec des bébés, travailler avec des bébés, travailler avec des adultes. Voilà, pour moi, ça fait un tout. Mais en même temps, quand je reçois des bébés, avec les parents bien sûr en consultation, ou des enfants autistes, c'est vrai qu'il y a un problème topique. Parce que les bébés ne nous demandent, ne nous imposent aucun renoncement à nos repères psychanalytiques habituels. Enfin, je le redis autant que je peux. Les bébés n'exigent absolument pas qu'on renonce à la théorie des pulsions ou de la relation d'objet, ne nous imposent aucun renoncement à la théorie du détaillage, aucun renoncement à la théorie de l'après-coup, surtout pas. Il faut modifier un peu la théorie de l'après-coup pour s'en servir dans les traumatismes précoces, mais enfin, on peut tout à fait le faire. En revanche, du point de vue topique, ça ne marche pas très bien. La première et la deuxième topique pour des bébés qui ne sont pas encore différenciés, ou pour des enfants autistes qui ne le sont pas du tout, pour ainsi dire pas. Voilà. Alors, c'est vrai que à la fois, quand on s'occupe de bébés ou d'enfants autistes, on a l'impression qu'ils ne nous demandent rien à nous en tant que personne, Bernard Wolff, Patrick Bellamy, je ne sais qui. Mais pourtant, on sent qu'ils nous demandent quelque chose. Et c'est quelque chose qui est moins, qui n'est pas précisément objecto-adressé, qui n'est pas adressé à un objet précis parce qu'ils n'ont pas encore différencié des objets de manière aussi précise que ça. Mais ils envoient, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, en termes de lien et de pressentiment de l'objet, ils envoient quelque chose vers le dehors. Ce n'est pas une demande manifeste, bien sûr, ils n'en sont pas là, mais ni l'attente, c'est pas adressé à un objet. Moi, je ne trouve pas d'autres mots pour l'instant. D'ailleurs, je crois qu'il est un petit peu d'origine lacanienne. Je parle de demande intransitive. C'est-à-dire une demande qui ne va pas vers un complément d'objet précis, qui est lancé vers le dehors et qui attend de voir si le dehors va renvoyer quelque chose en termes de lien plus qu'en termes de représentation d'objets. Et évidemment, dans le champ de la demande intransitive, il y a la question du transfert, du contre-transfert, et c'est quand même très, très, très délicat et compliqué, parce que le thérapeute d'enfants autistes, par exemple, il doit, je dis ça comme ça pour aller vite, il doit jouer en lui une espèce de petit clivage. Il y a une partie de lui qui doit rester différenciée et qui surveille un petit peu comment tout ça se passe, hein, pour la conduite du traitement. Mais il y a une partie de lui qui doit aussi accepter de se dédifférencier pour n'être plus un objet de la demande, mais simplement un environnement qui renvoie à quelque chose. C'est la façon d'apparaître doucement et de ne pas apparaître comme un objet de manière trop brutale, intrusive ou qui serait sous une certaine violence. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Si vous voyez, j'avais envie de montrer comment, en partant de l'OXI, des bébés qui vont bien, de la pouponnière, du travail des nurses, des liens qu'on peut faire entre les intuitions piquériennes et les différents courants de pensée actuels, on peut quand même revenir vers... Ça nous fait penser des choses en termes de psychanalyse, en termes de liens, en termes d'objets, ce passage graduel de l'être à l'existence, en passant par le pressentiment de l'existence de l'autre. Voilà. Je vais m'arrêter là-dessus. Non. Oui, bon, donc moi, j'avais une autre question, mais vous avez un peu répondu tout à l'heure, c'est-à-dire que... Dans mon trajet professionnel, dans mon histoire professionnelle. Oui, non, ça, j'ai entendu. Non, c'était plutôt la question par rapport aux neurosciences. D'abord, qu'est-ce qu'elles ont apporté de plus, les neurosciences, par rapport à ce savoir sur le développement de l'enfant? Qu'est-ce qui ressort de Écoutez, vraiment, je vous réponds ce que je crois. Rien.
Bon, d'accord. Non, mais là, il faut être un tout petit peu pragmatique, si ce n'est cynique. Bon, en même temps, ça vient confirmer des choses. Oui, Vous oui, savez, oui. la clinique a perdu son statut de science. Hein. Si je peux raconter une petite anecdote, quand je suis arrivé à Necker en 2002-2003, j'ai fait un petit tour des différents pédiatres de l'époque. Je ne donnerai pas les noms hein, par charité, parce que vous allez voir ce que je vais vous raconter. Et j'ai expliqué un peu ce que je voulais faire du service, tout ça. Et là, l'un des pédiatres de l'époque, un grand pédiatre de Necker, m'a dit « Ah là là, si tu voulais soigner des enfants, tu n'avais pas besoin de venir en CHU. » Dans le secteur, etc. Voilà, je dis, c'est la première nouvelle quand même. Je veux dire, CHU, d'accord, il y a la place pour la recherche, il y a la place pour l'enseignement. Enfin, je veux dire, j'ai jamais entendu dire qu'il n'y avait pas de place pour le soin dans un CHU. Et un autre pédiatre, enfin du même acabit à peu près, heureusement il y en avait des biens hein, quand même, sinon je ne serais pas resté 15 ans. Hein. Mais un autre du même acabit m'a dit « Oh là là, mais tout ça, la clinique n'est pas une science. » Si j'ai des premières nouvelles quand même. S'il n'y avait pas eu la clinique d'abord, il n'y aurait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. La clinique, c'est la science clinique, une prétention, une légitimité scientifique, aussi bien que l'IRM ou la biochimie. Quand même. Mais la clinique a été très dévalorisée, très destituée. Voilà. Alors, c'est vrai que les neurosciences, vues comme ça, n'apportent rien, mais simplement, la clinique ne suffit plus à convaincre. Toutes ces intuitions-là, je veux dire, de 1935, hein, on est presque 100 ans après, et ça ne convainc pas encore les gens. Ça ne suffit pas. Donc les neurosciences, à mon avis, n'apportent rien de plus, mais elles nous aident à convaincre les décideurs que vraiment ces intuitions cliniques sont importantes, qu'il faut revaloriser les professions de la petite enfance, socialement, financièrement. Vous savez qu'en France, et pas qu'en France d'ailleurs, plus on s'occupe d'enfants jeunes, je caricature à peine, moins on est payé. C'est quasiment aussi simple que ça. Donc, je veux dire, malgré la commission des 1000 premiers jours. Donc, il y a du boulot encore devant nous. Et on n'y arrive pas avec la clinique seulement. Donc, les neurosciences, je crois, apportent une certaine caution, mais rien de nouveau. Elles confirment plutôt qu'elles ne découvrent autre chose. Oui, parce que, ou alors on a l'impression de réinventer quelque chose qui était déjà là cliniquement. Qui était déjà là cliniquement. Et pourtant, vous nous avez bien montré que la pratique, la manière de faire est sous-tendue par une analyse, en fait, par quelques principes de base. Et je trouve que ces principes de base pourraient être scientifiques, pourraient être mais je crois qu'ils le sont. reconnus comme étant scientifiques. Ils sont autant scientifiques que d'autres. Oui, mais je crois au sens d'une scientificité clinique. Oui, c'est ça. Oui, ils sont étayés, en tout cas, sur quelque chose. Et puis, dans l'OXI, on voit bien qu'on part de la clinique et puis sont tirées des théories et des façons de travailler à partir de là. Quand j'ai rappelé tout à l'heure les fondamentaux de l'approche piquelérienne, c'est-à-dire par exemple le fait de respecter les rythmes propres de chaque enfant. C'est-à-dire, quand on le fait, on voit que ça a des effets positifs. Il n'y a pas besoin d'aller faire de la biochimie. C'est une preuve clinique. Mais en ce moment, c'est dur de faire valoir ça. Très difficile. Non. Ce qui est intéressant dans votre propos, ce qui m'a intéressé dans votre propos particulièrement, c'est il y a deux choses. Vous avez dit à un moment, je vous ai appelé là-dessus, que l'objet aurait été, pour l'origine, les causes de l'autisme, l'objet aurait été un peu trop brutal. Ça t'a paru de manière trop brutale, à un moment où l'enfant n'était pas encore prêt. Alors, on voit arriver là les parents d'enfants autistes. Ouais. Vous voyez comment les psychanalystes sont très peu les parents. C'est une première remarque. En même temps, il me semble que parfois, quand on travaille avec les parents, on peut, professionnellement, étonner les parents dans la façon dont on s'adresse à leur enfant et que les capacités de l'enfant que le parent ignore. Et là, il y a un travail véritablement
des maltraitants des parents. Je suis complètement, complètement d'accord avec vous. Je ne sais pas si j'ai été audacieux, j'ai peut-être été un peu rapide surtout. Je crois, enfin, moi, on est nombreux en tant que psychanalyste d'enfants. Aujourd'hui, on ne pense plus que l'autisme est simplement dû à un dysfonctionnement des interactions liées aux parents. Voilà, vraiment. Et bon, maintenant, moi, j'ai été catalogué ennemi des parents, donc quoi que je dise, de toute façon, l'image ne se redressera pas facilement. Mais honnêtement, mais bon, comme on dit tout à l'heure, les gens qui m'accusent de ça aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas lu ce que j'ai écrit et que la tolérance se nourrit aussi de la culture. Mais fondamentalement, parce que vous me posez la question, je vous dis que je ne pense pas ça. Simplement, je reste toujours, pour l'autisme comme pour le reste d'ailleurs, accroché à un modèle polyfactoriel. Et une irruption trop rapide de l'objet ne peut faire du mal probablement qu'à certains enfants qui ont eux-mêmes d'autres germes de vulnérabilité. Il faut vraiment prendre les choses de deux côtés et s'abstenir d'ailleurs de rechercher le point zéro. Mon propos, ma question, c'était surtout l'importance du travail avec les parents. Absolument. C'est ça. Mais, oui, absolument. Mais les aider à apparaître progressivement, ce n'est pas les accuser. Tout ça est difficile à faire passer sur le plan médiatique. Vous disiez que les bébés savent beaucoup plus dans une connaissance des parents, de la perception, et j'ai l'impression que je dis, mais il y a deux petits-enfants, c'est difficile de les élever parce qu'elle est séparée de ça. Mais elle a deux enfants en bas âge, petits. Enfants en bas âge. C'est vrai, c'est quotidien, dans la vie quotidienne, parents de l'écoute, qui je me dis, mais on a vraiment des enfants avec parents. Bon, on m'a jamais expliqué. Et ça me dit, c'est-à-dire l'attention. Bien évidemment, c'est les enfants qui font les parents, mais il y a aussi un autre environnement pour les parents. Oui, mais alors, pour répondre à ces deux interventions que vous faites, à l'OXI, donc je vous ai dit la pouponnière a fermé, pour l'instant, mais il y a beaucoup de groupes parents-enfants qui se font dans une perspective pitlérienne. Alors, pas que à Budapest, hein, partout. Et les principes de la pédagogie active qui valent pour l'enfant valent aussi pour les parents. C'est-à-dire que la question n'est pas de leur faire l'école. L'école des parents, je n'y crois pas du tout. Moi. Par contre, il s'agit d'être à côté d'eux et là aussi de les laisser trouver leurs propres ressources parentales, leurs propres compétences, pour qu'ils puissent se qualifier ou se requalifier à leurs propres yeux. Et on est dans la même position de bienveillance et pas de leur apprendre. Hein. Parce que, vous savez, l'adage d'Oscar Wilde, Oscar Wilde, c'est donner des conseils est une mauvaise chose, donner des bons est une catastrophe. C'est formidable ça. Parce que à ce moment-là, même si le conseil est formidable, ça veut dire que les gens en avaient besoin. La question n'est pas là. La question, c'est que les compétences parentales, il faut avoir cette espèce d'a priori que tout le monde les a, mais qu'elles sont empêchées. Comme une autre présence, c'est une présence simplement de dévoilement, facilitateur. Comme les compétences de l'enfant. Je crois que ça répond un peu à deux questions. Oui, derrière. Il y a un potentiel aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par les mœurs sans dans quel sens? C'est vraiment au sens sensoriel du terme. Mais en fait, je vais vous prendre un exemple dans la vie courante qui vous expliquera mieux. Par exemple, on a eu un programme de recherche à Necker qui s'appelait le programme PIL, Programme international pour le langage de l'enfant, PILE, et où on a fait tout un travail de 0 à 4 ans sur des diades ou des triades, mère-bébé, père-mère-bébé, pour voir un petit peu quels étaient les précurseurs des difficultés de communication langagière
ou général. Et donc, on a eu, alors, pendant la première année de vie, c'était un programme très lourd, mais enfin, il a abouti. Et pour la première année de vie, enfin, entre 3 et 9 mois, 3 et 12 mois, on voyait des enfants toutes les 3 semaines, soit des enfants qui allaient bien, soit des enfants qui avaient des pathologies diverses, bon, et on les filmait avec la mère ou avec le père s'il était là, et avec des séquences, une séquence d'interaction libre, une séquence avec l'introduction d'un objet, toujours le même, la petite girafe Sophie, que tout le monde connaît. Et puis, une troisième séquence qui variait un petit peu selon l'origine culturelle de la maman, qui était une chanson, une chansonnette. Et en français, en France, c'était principalement un siphon, Fonfon, une petite marionnette. Mais on s'est aperçu qu'il y avait des équivalents de ces un siphon, Fonfon, les petites marionnettes, absolument dans toutes les cultures. Extrême-Orient, Afrique noire, Amérique du Sud, partout. Parce que ça paraît rien, et ça répond à une question, mais d'ailleurs, c'est essentiel. Quand on chante un siphon, Fonfon, les petites marionnettes, bon, ne me faites pas dire non plus ce que je ne dis pas. Hein. Je ne dis pas du tout que les gens qui ne chantent pas ça vont tous avoir des enfants autistes. C'est un exemple d'interaction, mais qui existe même dans d'autres moments de la journée, en dehors de la chanson. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? En fait, instinctivement, on s'approche de l'enfant. On cherche les 30, les 40 cm qui sont à peu près la distance optimum entre le visage de la mère et le visage du bébé, notamment pendant la tétée. Les deux visages, parce que c'est là que le bébé accommode le mieux. Et puis et quand on chante, même si on chante mal, et ça n'a plus d'importance, on envoie des flux synchrones. La voix est synchrone avec le mouvement des mains, et synchrone avec le mouvement des sourcils et de la bouche. Et en faisant, c'est synchronisé. C'est-à-dire qu'on envoie au bébé un flux sonore, un flux visuel, si ce n'est qui sont synchrones et qui l'aident énormément à pouvoir prendre ensemble ces deux flux sensoriels. Parce que votre question, elle me fait penser que je vous ai sauté un maillon de l'explication. C'est que pour ressentir un objet ou une personne comme extérieur à soi, donc c'est bien ça la question de l'apparition de l'objet, pour ressentir l'autre comme extérieur à soi, comme autre que soi, ce qui est quand même la définition minimum de l'intersubjectivité, il faut le percevoir par plusieurs canaux sensoriels simultanément. 2, 3, 4 ou 5. Si on percevait une personne ou un objet par un seul canal, on a beaucoup de mal à le ressentir comme autre que soi. Il faut 2, ou 3, ou 4 ou 5 flux sensoriels. Et ça, c'est une hypothèse extrêmement intéressante qui fait un pont d'ailleurs entre la psychanalyse et les neurosciences. Parce que pour les psychanalystes, le mantèlement de Melzer est quelque chose d'extrêmement fort. Je ne sais pas si vous connaissez familier des travaux de Melzer, c'est un post-kleinien, comme Frances Tosti, comme Didier Wiesel, comme Didier qui a beaucoup étudié les enfants autistes et qui a montré que les enfants autistes, ils avaient une tendance au démantèlement. Justement, à ne pas pouvoir prendre ensemble les différents flux sensoriels qui viennent de haut, à toujours cliver. Pour l'école de pensée post-kleinienne, les clivages sensoriels de l'enfant autiste annoncent en fait ces clivages relationnels. Donc, admettre l'existence, c'est le bon mot, de l'autre dans la réalité externe, c'est pouvoir le percevoir par plusieurs canaux simultanément. Et les cognitivistes ont vraiment montré la même chose dans d'autres expériences. Donc, vous voyez, que si on envoie à l'enfant des flux sensoriels, visuels, auditifs, sonores, olfactifs, tactiles, trop asynchrones, il ne peut pas les rassembler. Et on le freine dans son accès à l'intersubjectivité. Et en plus, maintenant, on commence à comprendre un petit peu où ça se joue dans le cerveau. Parce que là aussi, c'est des neurosciences qui viennent confirmer les intuitions cliniques, psychanalytiques très fortes. Je vous donne un petit exemple quand même pour illustrer le propos. Parce que c'est une expérience que je fais souvent faire aux étudiants. Si on touche quelque chose et qu'on ferme les yeux et qu'on ne bouge plus du tout, au bout d'un moment, honnêtement, dans notre cerveau, dans notre sensation, la perception de la séparation entre la peau et l'objet s'estompe.
ça finit par disparaître. Et dès qu'on rouvre les yeux, on rajoute du visuel et immédiatement, on sait bien que la table ne fait pas partie de nous. Bon, l'exemple est pas parfait parce que comme on n'est pas autiste et qu'on est adulte, même les yeux fermés, on sait bien que la table ne fait pas partie de nous. Au niveau sensoriel strict, il y a quelque chose qui s'estompe un petit peu, ce que d'ailleurs le philosophe Deleuze avait également travaillé aussi. Mais dès qu'on a deux canaux sensoriels qui fonctionnent, ou trois ou quatre, à ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut prendre en compte l'extériorité de l'objet, de l'autre. Voilà. Et ça revient toujours à cette présentation de l'objet. Woodicott, elle a parlé de l'objet présenté. La façon dont la mère présente les objets du monde. Parmi les objets que la mère doit présenter au bébé, il y a elle-même. Et pour qu'elle se présente de manière non brutale, il faut qu'elle soit assez synchronisante. Synchronisante, parce que c'est comme ça que le bébé va pouvoir la percevoir par plusieurs canaux sensoriels simultanément et admettre, ressentir, accepter son extériorité. Ça répond à votre question? Oui. Il y a des éléments justement un peu discordants qui peuvent surgir dans le discours ou dans les attitudes. Parce que là, ce que vous évoquez, c'est un peu quelque chose d'harmonisé. Parce que j'évoque les bons cas. Mais la planche évoque aussi la possibilité liée peut-être à de l'inquiétude, Ouais. de créer de la pensée et de pouvoir après partir justement de l'écart. Ouais. Et après, je pense qu'il y a un effet dose. C'est-à-dire que si les petits écarts sont tolérables et intéressants, et des gros écarts peuvent être plus blessants. C'est des disharmonies. Et il y a des petites disharmonies qui doivent être intéressantes aussi, je suis d'accord. Geneviève Vague, dont je parlais tout à l'heure, a beaucoup insisté sur le dosage. Donc, il y a beaucoup de niveaux différents sur le dosage entre le pareil et le pas pareil. Ce que l'enfant peut prévoir ou pas prévoir. Un petit peu de pas pareil est important aussi, mais pas trop. Là, on va prendre deux questions, puis on arrêtera peut-être. Pierre Bonmenu. On n'entend pas. Là. Voilà, j'ai mis mon micro. Oui, je vous remercie d'avoir déjà répondu à une question que je vais vous poser vers la fin de votre exposé. Cette question, c'est une question qui m'était venue parmi d'autres en lisant le livre, et enfin une question, un intérêt à ce souci qui me semblait très important dans le livre, pour de ne pas confondre le travail des nurses avec le travail des parents. Alors, je la pose depuis un autre lieu qui est très différent, mais je travaille depuis plus de 20 ans avec des lieux de vie et d'accueil. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ça accueille des jeunes qui ont des histoires familiales très compliquées, entre 8 ans et 18 ans. Donc, ce n'est pas du tout des bébés. Mais une des questions, c'est précisément, il me semble que la même question se pose pour les intervenants, de ne pas confondre, de ne pas se prendre pour des parents. Et surtout que les parents existent plus ou moins, des fois pas vraiment, des fois un peu plus ou trop. Et ce que vous avez... Mais de toute façon, il faut laisser leur place. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, il faut laisser leur place. Et ce que vous avez dit, ça me semble tout à fait éclairant, aussi pour ce genre de travail, c'est que les intervenants, comme vous disiez des nurses, investissent non pas les enfants comme enfants, enfin, ou les jeunes, en l'occurrence ici, mais leur relation à eux, enfin, quelque chose comme ça. Absolument. Et ça m'éclaire beaucoup parce que c'est quelque chose qui est au travail en permanence dans ces lieux-là. Et en effet, même s'il y a des projections, mais on a tendance dans l'imaginaire à dire, bon, il me prend pour le papa, il me prend pour le maman.
C'est pas ça du tout, hein. C'est en effet un travail aussi qui est très délicat, qui me semble un peu apparié à celui des nurses avec même si c'est pas du tout les mêmes conditions, puisque les enfants ne sont plus des bébés. Voilà. Mais alors, ceci étant, ça nous ouvre à tout un autre champ dont on n'a pas le temps ce soir. Ce serait de travailler la distinction entre le transfert sur les liens et le transfert sur l'objet. Oui, c'est ça. Hein. Voilà, c'est ça que j'ai entendu dans ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà. Bon. Denise, mets ton micro, Denise. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Gold, pour la richesse de vos propos. J'ai été très intéressée par ce que vous avez dit sur la différence entre se sentir être et se sentir exister, dans la mesure où se sentir exister donc, passe par l'extérieur, passe par l'autre, la considération de l'autre. Et je voulais savoir ce que vous pensez de ce que met en avant Jean-Claude Maléval par rapport aux enfants autistes en disant que l'enfant autiste, une de ses grandes angoisses, c'est de ne pas pouvoir répondre à la demande de l'autre. De ne pas savoir répondre et surtout de se sentir incapable de répondre à la demande de l'autre. Voilà. Qu'est-ce que vous... Enfin, quel est votre... Écoutez, d'abord, je suis très sensible aux positions de Jean-Claude Maléval. Là, en ce moment, il a fait un gros travail vraiment pour clarifier un certain nombre de choses. Et je pense que tout le monde a lu, je ne sais pas comment on appelle ça, son article, sa tribune, son manifeste, les positions qu'il a prises. Son encyclopédie, je dirais, moi. Et qu'on a d'ailleurs mis sur le site de la CIPA. Je m'occupe de la CIPA, la Coordination internationale pour les psychothérapeutes, psychanalystes travaillant avec des personnes autistes. C'est un texte de référence et vraiment, je suis d'accord avec toutes les positions qu'il prend là. Et là, vous évoquez un problème plus particulier qui est la difficulté de l'enfant à répondre à la demande de l'autre. Mais bon, il est tard, hein. On ne va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Mais vous voyez, ça dépend quelle demande. Si c'est une demande trop objectualisée, c'est impossible pour l'enfant autiste. Si c'est une demande en termes de lien, ça n'est pas impossible. Et d'ailleurs, les personnes qui s'occupent d'enfants autistes ne diraient jamais qu'un enfant autiste n'a pas de lien d'attachement. Un enfant autiste, ce n'est pas qu'il n'est pas attaché, c'est parfois il est mal attaché, mais il y a un attachement. Ouais. Et les liens fonctionnent, mais l'objet vient troubler les liens, je dirais. Et si la demande de l'adulte, c'est ça la formation, c'est que nos demandes envers les enfants autistes doivent aussi être des demandes un peu dédifférenciées. C'est ça que moi je crois que c'est comme ça que je comprends ce qu'il veut dire Maléval. Bon, mais, enfin, je suis un peu condensé, c'est un peu schématique. D'accord, merci. Écoutez, on vous remercie. Merci beaucoup. J'espère que ça peut répondre un peu à vos attentes. Oui, très bien.